travailler avec un coach de sportifs de haut niveau, donc qui a coaché des sportifs de haut niveau pendant 15 ans. Et donc, de son expérience, il a tiré toute une approche que nous, on a transposée dans l'entreprise, en fait. Mais en réalité, on part vraiment de ses travaux. Et ces travaux sont très intéressants. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La force du mental ». Et il s'appelle Pierre Gauthier. Donc, il a lui-même été sportif de haut niveau. Il a fait du tennis. Et il a arrêté pendant une quinzaine d'années. Et puis, il a repris la compétition. Maintenant, il fait ce qu'on appelle du paddle tennis. Donc, c'est pas le paddle avec la rame. C'est vraiment il y a des raquettes de paddle tennis. Et il a repris la compétition à haut niveau. Donc, c'est à partir de ces travaux, en fait, que nous avons travaillé. Donc, la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà atteint votre zone de performance optimale ? Non. C'est quoi ? Alors, c'est quoi la zone de performance optimale ? En fait, c'est un moment où on a l'impression de surfer sur ce qui se passe. Et on est en complète maîtrise de son expertise et de la situation. On prend beaucoup de plaisir et bien sûr, on est très engagé. Donc, c'est l'addition de l'engagement, de la maîtrise de ce qui se passe et bien sûr du plaisir que l'on prend. En fait, on l'appelle aussi la fun zone. Et la zone de performance, en fait, elle est toujours en situation, il y a toujours un contexte de stress quand même. Et on est dans cette zone-là où il y a du stress. Quand on n'a pas assez de stress, on s'ennuie, on est dans le bore-out. Souvent, on parle maintenant de bore-out. Quand on est en surstress, on est en burn-out. Mais on a une zone où on a besoin d'être stressé pour atteindre notre zone de performance optimale. On retrouve les zones d'anxiété et d'ennui. Et donc, on est dans cette espèce de tunnel ici où on est en zone de performance optimale. Et donc, le coach a découvert qu'en fait, pour atteindre cette zone de performance optimale, d'abord, on pouvait y accéder plus facilement si on travaillait un certain nombre de dimensions. Et donc, pour atteindre cette zone de performance optimale, il a défini des dimensions que l'on pouvait travailler. Donc ça, c'est assez sympa parce qu'on sait que ça se développe et qu'on peut accéder plus facilement à sa zone de performance optimale en travaillant ces dimensions-là. Et il a appelé d'ailleurs sa méthode accéder. Je vais vous présenter tout de suite. Donc en fait, c'est un système. Chaque dimension vient enrichir une autre dimension. Donc ça marche vraiment ensemble. On ne peut pas prendre ces dimensions de manière séparée. Donc nous, on a reclassé les dimensions et la première dimension, en fait, c'est la dimension détermination. Et cette détermination, elle est clé c'est la première dimension si on veut obtenir du résultat dans ce que l'on fait. Et pour ça, eh bien, la première chose à faire, c'est de donner du sens à ce que l'on fait, c'est de se trouver un but puissant. En fait, quel est le but puissant ? Je prends un poste, ça va être quoi mon but puissant en prenant ce poste-là ? J'ai envie de courir le marathon de New York dans 10 ans, c'est peut-être mon but puissant. Donc, qu'on soit sportif ou qu'on soit professionnel, on donne un but puissant à ce que l'on a envie de faire et à partir de là, on va vraiment faire en sorte d'essayer de l'atteindre. Et donc, en général, ça va travailler sur la motivation et la détermination. Mais aussi, pour atteindre ce but puissant, on va définir des objectifs, un plan d'action. Il y aura un certain nombre d'obstacles et donc je vais travailler aussi sur les obstacles à franchir et je vais me préparer à franchir ces obstacles-là. La deuxième dimension, c'est la conscience de soi et les prérequis qui sont clés. Donc là, j'abats le masque. C'est j'ai des forces, j'ai des faiblesses. J'ai mon expertise, j'admets ne pas avoir certaines compétences, j'admets être parfois vraiment coincé dans des limites. Et puis, pour accéder à mon but, je vais devoir me préparer, je vais devoir pratiquer et je vais devoir répéter. Donc, si je ne mets pas en place ces 3 types d'actions, je ne vais pas atteindre ma performance. La troisième dimension, c'est l'acceptation, l'adaptation. Alors, c'est une dimension assez importante parce qu'en fait, accepter ses succès comme ses échecs va être clé pour pouvoir en faire des retours d'expérience et du coup, apprendre de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Donc, ça demande
de l'humilité, ça demande d'accepter qu'on n'est jamais parfait. Et d'ailleurs, quand on parle de zone de performance optimale, on ne parle pas de zone de performance maximale. On ne cherche pas à être dans la perfection, on est dans l'optimisation de ce que l'on peut faire. Ça demande du lâcher prise, ça demande donc de faire ces fameux retours d'expérience, qu'ils soient positifs ou négatifs, et ça demande d'apprendre. L'autre dimension, c'est la confiance en soi. Nous, on va différencier la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. La confiance en soi, c'est la confiance en ses capacités. L'estime de soi, c'est la valeur et l'importance que l'on se donne. Et puis, les deux vont permettre d'avoir une bonne assertivité ou une bonne affirmation de soi, et notamment d'avoir des contacts positifs et constructifs avec les personnes que l'on côtoie. Ça demande d'arrêter les jugements. Et puis, ça demande une bonne affirmation va permettre notamment de ne pas être dans des comportements de fuite, d'attaque ou de manipulation. Une autre dimension, c'est la concentration. La concentration, c'est être vraiment sur l'ici et maintenant quand je suis dans l'action. Parfois, j'ai des dirigeants qui me disent « Non, mais moi, la concentration, c'est un truc de sportif, j'en ai pas besoin. » Non, alors je leur dis ok, dans ces cas-là, vous ne faites jamais rien, quoi. Vous vous contentez d'observer et de réfléchir. Ah ben non, des fois, je négocie. Ah oui, je négocie avec des banquiers, je négocie avec des médianeurs, je négocie avec des actionnaires. Donc, quand je négocie, je suis bien dans l'action. Donc, la concentration, elle marche là aussi. Je suis dans l'ici et maintenant. Si je commence à avoir un esprit qui vagabonde sur le futur ou sur le passé, c'est mort. Ma négociation, elle ne va pas bien se dérouler. Et de toute façon, il va falloir que j'accepte quand même que mon esprit vagabonde. Parce qu'en réalité, on parlait des neurosciences tout à l'heure, les neurosciences nous disent que 47% du temps, notre esprit vagabonde. Donc, la concentration, ce n'est pas ne pas se déconcentrer, c'est ramener sa concentration quand on s'aperçoit qu'on est parti ailleurs. L'autre dimension, c'est l'environnement. Donc, comment je me nourris de mon environnement positif et comment j'écarte l'environnement à partir du moment où il est toxique. Donc, une autre dimension, c'est l'équipe. Alors là, elle surprend en général les dirigeants, cette dimension-là, parce que une vraie équipe qui gagne, c'est une équipe qui partage complètement ses talents, ses limites, ses forces et ses faiblesses, et la manière dont elle fonctionne quand elle est en situation normale et la manière dont elle fonctionne quand elle est en situation plus chaotique. Et ça demande notamment aux dirigeants un peu de nudité et d'accepter d'avoir de la vulnérabilité, parce que lui aussi, il va dire que parfois, il est en situation sous stress, et dans ces cas-là, il va falloir qu'il passe la main à quelqu'un d'autre au sein de son équipe. On trouve enfin les émotions. Donc les émotions, eh bien, nous, on considère qu'elles sont intéressantes à travailler parce que les émotions nous renseignent sur ce qui se passe. Alors, on a tendance à dire qu'il y a, si on prend les 4 émotions de base, en tout cas, qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur, qu'il y en a 3 qui sont négatives. En fait, elles ne sont pas du tout négatives. C'est le signal d'alarme de quelque chose. La peur, c'est le signal d'alarme du danger. Donc, y a-t-il ou pas danger? La tristesse, c'est le signal d'alarme de la non-réalisation de soi, la perte de quelque chose. J'ai perdu un gros contrat, c'est normal que je sois triste. La colère, c'est le signal d'alarme du fait qu'on m'a attaqué sur qui j'étais, sur mes valeurs, sur mon intégrité. Donc, je me suis sentie attaquée et c'est normal que j'ai de la colère. Donc, nous, on se sert de ces émotions parce qu'elles informent sur ce qui se passe et elles vont aussi nous renseigner dans la relation avec les autres, sur ce que vivent les autres. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, on va aussi travailler pas seulement les émotions, mais on va aussi travailler ce qui reste dans le temps. Parce qu'une émotion, c'est très court. Il y a un pic émotionnel qui fait que quand on réagit au moment où on est sur ou sous ce pic émotionnel, on va être en réaction et on ne va pas être en réponse délibérée et effective. Et au-delà, quand on passe l'émotion, on est sur du ressenti, du ressentiment ou du sentiment. C'est quelque chose qui traîne et sur lequel on va aussi travailler dans le temps.
On va aussi travailler sur les états d'humeur. Et tout ça, à partir de l'information qu'on tire, des émotions, de l'humeur, des ressentis, des ressentiments, ça va permettre de les réguler. Donc on dit que nous, on ne parle pas de gestion des émotions, mais on parle de régulation des émotions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et de les utiliser à bon escient. Et le R, qui est la 9e dimension, c'est la responsabilité et les ressources. Donc nous, on a une règle du 1%, c'est-à-dire on a toujours, à minima, 1% de responsabilité dans ce qui nous arrive. Alors il y a d'autres théories là-dessus, pour ceux qui ont étudié le Will Schultz et l'élément humain, il dit on est toujours à 100% responsable de ce qui nous arrive, y compris de notre naissance. C'est une approche, on n'est pas forcément toujours d'accord avec. En tout cas, nous on dit, et si à minima, à 1%, à hauteur de 1%, j'avais de la responsabilité dans ce qui m'arrive. Quelle est cette part de responsabilité? À partir du moment où on assume sa responsabilité, on peut la travailler, on peut aller chercher d'autres ressources. On les accueille avec curiosité, on peut copier des comportements, aller chercher des ressources et aussi aller copier des comportements qu'on trouve intéressants à copier parce qu'ils fonctionnent. Et voilà, on devient maître Yoda et on peut modéliser. Donc tout ça, en fait, ça se travaille comment? Ça se travaille par des techniques. Donc on va beaucoup utiliser la visualisation, on utilise aussi l'écriture, pas mal, on fait pas mal écrire aux gens, aux dirigeants. On travaille des techniques d'ancrage, on travaille sur la vérification de l'humeur, sur la focalisation de l'attention, sur la respiration. On crée des rituels comme dans le monde du sport. Et puis, bien sûr, préparer, répéter, analyser ce qui se passe en permanence.